Envie de maximiser votre temps et vos efforts sur les réseaux sociaux? Découvrez Metricool, l'outil tout en un pour vous simplifier la vie. Plus besoin d'avoir des yeux dans le dos à jongler entre tous vos canaux. Metricool est la solution facile à utiliser pour analyser vos performances sur tous les réseaux sociaux. Alors transformez et centralisez maintenant votre gestion des réseaux sociaux. Rendez-vous sur metricool.com/marketingsquare pour voir ce qu'on vous a concocté. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler des tendances phares de la rentrée sur les réseaux sociaux, celles qu'on ne veut surtout pas louper. On est là aujourd'hui pour vous aider avec une des personnes les mieux placées. Ils font des webinars, des études qui s'arrachent par milliers sur les réseaux sociaux. J'ai le plaisir de recevoir Oriane Coran de chez Metricool, la plateforme de gestion la plus aimée des réseaux. Salut Oriane, bienvenue dans Marketing Square. Merci de me recevoir Caroline. Comme tu as un peu le nez dans le guidon, tu es la meilleure personne pour nous parler des tendances social media qui vont nous permettre pendant l'été de potasser, de se préparer pour avoir des beaux contenus qui sortent en septembre. C'est quoi ta sensation sur l'évolution des réseaux sociaux? Déjà pour introduire un peu l'épisode, est-ce que entre le moment où tu as rejoint Metricool et maintenant, il y a déjà des petites choses où tu te dis ça change, ça bouge, comme disent les boomers? Alors il y a deux choses que j'ai vraiment vues en termes de quand je suis arrivée et aujourd'hui, donc ça va faire 2 ans que je suis chez Metricool à peu près. L'effervescence et l'émergence, mais globale du format vertical et de la vidéo. Je pense que je dirais entre 2020 et 2021, c'était vraiment, on était en train de tâter l'outil, on commençait à faire des vidéos pour le fun parce qu'on avait le Covid, etc. Et c'est vrai que là, depuis je dirais 2 ans, il y a vraiment une effervescence sur le format vertical, mais vraiment en termes de professionnalisation et pas uniquement en termes de divertissement. Donc ça, je dirais, c'est vraiment une des choses que j'ai pu constater et surtout les entreprises et les marques s'y mettent. Et l'autre chose que j'ai constaté, mais c'est surtout plutôt en termes de réseau social et c'est vraiment en lien aussi avec la vidéo, c'est que les marques, elles se mettent de plus en plus sur TikTok et c'est pas uniquement, comme on dit, les jeunes des 16 ans qui font des choréos sur le réseau social. Donc ça, c'est vraiment des choses que moi, j'ai remarquées et qui aujourd'hui sont vraiment en fait véridiques, surtout en termes de chiffres pour nos études et même en termes des utilisations quand on a des personnes qui viennent nous voir, nous demander des conseils, etc. Et de manière générale, tous les réseaux sociaux un peu se TikTokisent avec justement un peu un nouveau paradigme de l'algorithme qui avant travaillait en fonction de la communauté. Donc c'était plus vous aviez finalement de l'audience, plus vous aviez des followers, plus vous aviez des connexions suivant le réseau, plus finalement vous aviez de reach, de portée. Et là, tout le monde a commencé un peu à se TikTokiser, c'est-à-dire à avoir un algorithme basé sur le contenu. Donc, content-based, c'est-à-dire si tu postes sur la vente, si tu postes sur le marketing, on va te distribuer aux bonnes personnes et peu importe finalement que tu sois un petit ou un grand créateur. Je spoil un peu parce qu'on va vous en parler avec Oriane, mais merci déjà d'avoir fait notre Miss Météo et de nous avoir un peu donné un état des lieux sur les grandes mouvances un peu sur les réseaux. On va passer aux grandes tendances de la rentrée. Sur quel terreau il faut investir? Justement, tu me disais, terreau numéro 1 pour toi. Terreau numéro 1, la vidéo, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment le format qui attire le plus en termes de portée. En termes de vidéo et format de micro-vidéo verticale, on a vraiment une tendance et qui est très impressionnante, surtout pour le Reel et pour le vidéo TikTok, c'est que là, entre l'année 2022-2023, on avait une évolution de 282%, ce qui est plutôt énorme en termes de format vertical pour Instagram. Et là, évidemment, quand on compare sur l'année 2022-2023, on a une augmentation qui est beaucoup plus légère, mais on reste quand même sur une augmentation de 8%. Donc, ça prouve encore une fois que c'est un format qui se développe beaucoup, qui est vraiment, je dirais, vraiment sur le piédestal des créateurs de contenu et des entreprises. C'est le même cas pour les shorts et pour les TikTok. Aujourd'hui, pour être vu sur une plateforme, c'est vraiment super important de faire du format vertical. Et je pense que les entreprises l'ont comprise, on l'a compris, les créateurs l'ont compris et c'est assez drôle quand tu as dit se TikTokiser. Je sais pas si tu as vu, mais sur Twitch, ils sont en train de commencer à faire la même chose avec le format vertical. Là, sur LinkedIn, ils ont créé leur propre feed de vidéos verticales aussi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une effervescence et c'est vraiment un format qui est là pour rester. Donc, c'est super important de se mettre au format vertical. Et même YouTube, quand ils pensent, les YouTube Shorts, tu vois, quand ils ont sorti ça, c'était what the fuck. YouTube, ça a toujours été la plateforme justement du contenu vidéo plutôt long. Donc quand YouTube a sorti YouTube Short, et j'ai hâte de voir sur LinkedIn ce que ça va donner. Moi, je milite vraiment pour que LinkedIn surtout nous remette les stories parce qu'on se marrait. Et LinkedIn, c'est tellement un réseau où on a du mal à se décomplexer, où j'ai l'impression que le niveau d'exigence est vraiment décuplé sur LinkedIn. Tu vois, typiquement, vu qu'on est dans la vidéo, je vais vous partager aussi
aussi mon expérience, puisque moi, ça fait maintenant 1 an et 3 mois que j'ai commencé à poster de la vidéo quand j'ai rencontré Clément. Clément, mon vidéographe, qui m'a tellement fait exploser sur les réseaux que je lui ai dit « Occupe mon studio, faisons une collab ». Et cette petite collab qui devait durer 1 mois est devenue l'agence personnelle qui est aujourd'hui, honnêtement, mon plus gros succès entrepreneurial. J'ai vraiment vu la différence quand tu postes les mêmes vidéos d'une plateforme à l'autre. Et c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. On me dit, mais Caro, normalement, il faut une stratégie dédiée. Toi, tu postes la même chose sur TikTok, sur LinkedIn, sur Insta. C'est hyper risqué. Avec un temps d'attention moyen de 5 secondes, les gens, ils se baladent sur tous les réseaux sociaux. Il y a très peu de chances, avec toutes les personnes qui sont suivies maintenant, qu'on retombe sur la vidéo et qu'on se dise quoi, elle a posté la même vidéo sur LinkedIn que sur Insta. Donc moi, je mets toujours un laps de temps. C'est très rare que je poste la même vidéo le même jour. Ça, je fais effectivement attention. Et encore, je pense que c'est dans ma tête. Mais on peut vraiment poster la même chose partout avec juste un petit bémol. C'est vrai, Oriane, que moi, je me rends compte que le niveau d'exigence sur LinkedIn, il est plus élevé que sur les autres plateformes et du coup, c'est vrai que sur LinkedIn, je suis plus picky sur mes vidéos. Donc là où je vais poster peut-être les 30 vidéos sur TikTok, je vais peut-être en poster 25 sur Instagram où je fais un peu plus attention au regard des autres et peut-être que je vais en poster que 20 sur LinkedIn, celles qui ont un peu franchi le cap. Donc voilà la façon dont moi je raisonne. Autre chose que je voulais vous partager, c'est aussi justement sur mon année d'expérience sur Instagram. Ce que j'ai pu observer, c'est une croissance monumentale de mon audience Instagram par rapport à mon audience LinkedIn. Donc en fait, c'est pas du tout la même vélocité de déploiement. Alors faut dire que mon audience sur LinkedIn était plus mature. Sur LinkedIn, ça fait maintenant presque 4 ans que je poste, je pense. Et en fait, je me rends compte que j'ai une croissance qui est très réduite par rapport à Instagram où je me suis lancée il y a 1 an. Pour vous donner le différentiel, 3 ans et demi, 4 ans à poster sur LinkedIn, ça équivaut à 120 000 abonnés pour moi, qui correspond au top 10 des créateurs en France sur LinkedIn. Donc vous voyez, c'est difficile d'avoir de l'audience sur LinkedIn. C'est pour ça qu'il faut un peu casser les mythes de l'hypercroissance sur LinkedIn. Sachez que c'est quand même difficile. Versus sur Instagram où en 1 an et quelques, au bout d'1 an, j'avais acquis plus de 50 000 abonnés. Alors j'avais fait un peu de publicité, mais ça reste des montants publicitaires tellement dérisoires que j'en parle vraiment jamais. Mais du coup, voilà, en termes de vélocité de déploiement d'audience, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites de la vidéo, le fait de diffuser ces vidéos partout. Alors, si vous parlez du monde du travail, ça va cartonner sur LinkedIn, peut-être un petit peu moins sur TikTok et Instagram. Si vous parlez des émotions, si vous parlez des tendances, Instagram, ça marche très bien. Aussi, si vous avez particulièrement un contenu visuel. Donc, si vous avez un super contenu visuel sur Instagram, ça restera toujours le réseau de la photo. Et puis TikTok, moi, je l'utilise vraiment pour tester mes idées. Un peu comme les humoristes avant leur one-man show qui testent leurs blagues. Bah, moi, je teste un peu mes vidéos sur TikTok. Je vois les commentaires. En fonction des commentaires et de la densité, de la profondeur des commentaires, parfois, ça me donne un bon gouvernail. Donc voilà sur cette partie Reels vidéo, ce que je pouvais vous apporter de mon côté. Et ça vient à la tendance numéro 2. Parce que du coup, tu disais que TikTok, c'était un peu tout gouvernail, là où tu aimais bien tester un petit peu tout comme One Man Show. Et ça vient vraiment un petit peu à ce que je viens aujourd'hui parler. C'est vraiment la partie de l'émergence des petits comptes. Parce que c'est vraiment une tendance aujourd'hui qu'on remarque. Non seulement en termes d'aujourd'hui, on va dire qu'il y a vraiment aussi un changement en termes d'engagement avec les utilisateurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, on se sentait peut-être identifié. Ce qui n'est pas mon cas personnellement, mais généralement, on se sentait identifié avec des créateurs qui avaient des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, tant sur Instagram ou sur TikTok aujourd'hui évidemment. Mais la tendance, elle s'inverse. Maintenant, on va plutôt être identifié avec des comptes plus petits, on va dire plutôt du nano, du micro-influenceur. Nous, en termes de raisonnement sur nos études sur Metricool, quand on parle de petits comptes, on parle de comptes entre 0 et 500 abonnés. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 2000 abonnés. Donc, ça reste quand même aussi des audiences qui sont très petites. On n'est pas sur du 10 000, 20 000, 30 000 abonnés qui, là, ça devient quand même une marge d'audience beaucoup plus importante. Donc, c'est vrai que ces algorithmes, ils changent non seulement via les plateformes. On a pu constater là, entre toutes les communications des marques, donc du Adam Mosseri sur TikTok, on va vraiment avoir un push pour les petites marques. Et ça, c'est super important parce que justement, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes petit ou que demain vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas cette opportunité de croissance. Et c'est vrai que TikTok, par exemple, en termes d'évolution, là, sur l'année 2023-2024 qu'on a pu analyser, on a pu constater qu'en termes de publication en moyenne de vues, on peut avoir entre 6 000 vues pour un petit créateur par vidéo, alors que sur un plus grand compte, ça va être plus compliqué. Donc c'est vrai que pour vraiment commencer de zéro, je pense que TikTok, c'est un réseau social qui est propice à la croissance si vous partez de zéro. Pour le même cas pour Instagram, c'est ceux qui obtiennent le plus de portée, c'est pareil, ce sont les plus petits comptes. Et on peut aussi reprendre l'exemple de YouTube avec les shorts. Pour moi, c'est une fusée en termes de croissance et d'audience parce que même si là on parle des petits comptes, on va prendre un autre exemple avec un plus grand compte par exemple, la stratégie des shorts, elle est super intéressante parce que si on peut prendre 2 créateurs de contenu super connus, un Squeezie, un Thibaut InShape,
Aujourd'hui, Thibaut InShape, il est numéro 1 en France pour la simple et bonne raison que sa stratégie, elle a vraiment été misée sur les shorts au lieu des grandes vidéos. Par exemple, Thibaut InShape a publié en moyenne 7 shorts par jour, donc ça fait énormément, et peut-être un format long ou 2 formats longs dans le mois. À l'inverse, Squeezie va peut-être publier 4 vidéos par mois. Donc là, on est vraiment en termes de numéros et en termes de fréquence de publication beaucoup plus petit, mais il va peut-être justement avoir une plus grande qualité d'audience et une plus grosse audience. Mais c'est vrai qu'en termes de vues finalement, et ce qui fait que justement il a gagné plus d'abonnés Thibaut InShape, c'est parce qu'il a vraiment misé sur sa stratégie de short. Donc c'est vrai que c'est un format qui fonctionne. Et on l'a pas mis dans les tendances aujourd'hui, Oriane, mais là, tu me fais tellement penser à donner cet exemple. J'avais une lecture différente. Après, je l'ai pas analysé comme toi, ce cas, mais pour moi, Thibaut InShape, il a aussi vachement agrandi son audience grâce au fait qu'il faisait beaucoup de shorts où il y avait pas de voix. Il est allé chercher une audience internationale. Et je pense que ça, c'est le nouvel Eldorado pour les créateurs, surtout à l'heure de l'IA. Tu vois, MrBeast, par exemple, ses contenus sur YouTube, ses shorts, il les met dans une quinzaine de langues différentes. C'est vraiment cet enjeu de réussir à créer du contenu international, quitte justement à faire des vidéos où on voit pas vos lèvres bouger, où vous êtes filmé de loin. C'est la stratégie MrBeast. Et derrière, en fait, mettre une IA avec des sous-titrages pour pouvoir aller chercher plus large. C'est super bien pensé, mais je sais pas en plus si tu as vu, Thibaut InShape, il fait certains shorts avec les sous-titres en anglais. J'avais pas vraiment intellectualisé. Et tu vois, là, quand on a parlé, je me suis dit, j'étais pas au courant qu'il y avait une différence en termes de planification de contenu. Donc, trop intéressant ce que tu as partagé. Mais par contre, je m'étais dit, là où il a plus pris le virage que Squeezie, c'est d'être allé chercher ses audiences internationales. Aller chercher une grosse audience, c'est très bien, mais je pense que l'amour qu'il y a derrière un Squeezie est hyper différent. C'est pas du tout le même engagement réel. La profondeur du contenu de Squeezie le rend quand même le premier youtubeur de France pour moi. Donc, émergence des petits comptes, j'adore. Et je pense que aussi, sur la partie influence que tu connais bien, Oriane, ça veut dire que les marques vont aussi de plus en plus aller chercher ces audiences finalement plus prometteuses chez des petits créateurs qui en plus peut-être ont moins le melon. Surtout moins le melon, et après il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, moi aujourd'hui je me sens beaucoup plus identifiée peut-être à du contenu du type UGC, où ça va être des personnes qui vont plus parler de toi à toi à la même enseigne, que de Pierre-Paul Lujac qui va avoir 3 millions d'abonnés et qui va me vendre le dernier shampoing mais qui va coûter, je sais pas, 100 euros. On s'en fiche du prix, mais c'est vrai que je me dis, est-ce que c'est pas juste parce qu'il va être payé énormément d'argent à faire cette promotion et cette collaboration, que plutôt le petit créateur qui vraiment lui va utiliser les produits et il va vraiment en fait me faire un retour client. Et là je vais dire, ok, ça me parle plus. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'on parle vraiment plus de toi à toi aujourd'hui. C'est trop intéressant ce que tu dis, et justement ce serait intéressant de savoir ce qu'en pensent les auditeurs. Moi, tu vois, je suis l'inverse de toi, Oriane. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à faire plus confiance aux gros, alors que j'ai pas besoin après que ce soit des très gros. Mais tu vois, pour moi, un jeune créateur qui se lance est plus propice à faire une dinguerie qu'un créateur qui est signé dans une agence, qui a déjà des collabs avec des marques. Parce qu'en fait, typiquement, tu vois, aujourd'hui, le vrai problème des influenceurs, c'est qu'il y en a peu qui déclarent leurs collabs. Et typiquement, le pire, c'est dans l'univers crypto, tout l'univers un petit peu financier, investissement, immobilier. C'est vrai que les mecs, en fait, ils déclarent pas du tout les montants. J'ai beaucoup de créateurs autour de moi, donc je peux te dire, j'ai des échos parfois de trucs, je sais même pas que ça existe, genre c'est des virements Lydia. Et du coup, il y a plein de collabs qui sont pas déclarés. Et tu vois, moi, mais c'est peut-être parce que c'est mon écosystème, Oriane, mais j'ai toujours tendance à faire plus confiance à un influenceur déjà installé. Il a les yeux sur lui, il osera moins faire un truc border que un jeune créateur qui se lance et qui se dit « Oh, c'est pas grave, personne me verra ». C'est comme quand toutes les deux on bossait en start-up et qu'on se permettait de faire des trucs interdits parce qu'on se disait « En vrai, personne va m'emmerder, personne va me voir ». C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi, mais aussi, je dépeins un peu le fait qu'il y ait des jeunes, parce que c'est vrai que par exemple, moi, le fait qui va me faire un petit peu pencher sur mes décisions, c'est que moi, je vais aller directement sur TikTok. Je vais aller mettre le mot-clé de la chose que je cherche. Et après, je vais aller regarder toutes les vidéos sur le sujet. Et beaucoup de fois, je me retrouvais avec le hashtag du TikTok Maybe Buy It et je vais l'avoir à la maison. J'ai plein de trucs que j'achète de TikTok parce que je finis par l'acheter, parce que ça m'intéresse et parce que justement, j'aurais vu plein de vidéos de jeunes créateurs, d'un peu plus gros créateurs, plus petits créateurs. Mais c'est vrai que je regarde au moins 10 vidéos avant de passer à l'achat. Ça, par contre, c'est vrai. J'adore. Et d'ailleurs, j'ai un copain qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. Sa chaîne, c'est Hugo Posé et il a fait une vidéo. En fait, lui, il a créé un concept justement basé sur cette trend TikTok. Il commande des choses qu'il a vues sur TikTok en mode les achats impulsifs qu'on fait tout à 23h quand on a du mal à s'endormir. Et en fait, il les teste en réel. Du coup, il fait des unboxings et je trouve ça hyper rigolo. Et je crois que sa dernière vidéo a encore cartonné. Donc, vous voyez les trends, vous pouvez vous en servir pour faire vos propres sujets de contenu. Vous avez toutes les clés maintenant pour vous lancer. Et puis, vous voyez, même sur YouTube, je vous mettrai la vidéo dans la newsletter. C'est assez intéressant. Ils ont fait une update de l'algorithme, une vidéo sur l'update de l'algorithme. C'est sur la chaîne Vidéo IQ. Et ça m'a beaucoup intéressé de voir que YouTube était en train de pousser à fond les petits
créateurs aussi parce que on voit parfois toujours les mêmes. Et du coup, les plateformes doivent nous laisser garder toujours alerte avec toujours des nouvelles personnes pour nous donner des trucs à acheter. Tendance numéro 3. Tendance numéro 3 que tu vas probablement dire, elle est vue et revue. Et je pense aussi pareil, entre la 3 et la 4, ça tâton toutes les deux. Pour la simple et bonne raison, je dis cette tendance parce que il y a les études et il y a les chiffres. On l'a vu aussi en termes de publication et nous en termes de conclusion, ce qu'on peut tirer de notre dernière étude. À part pour, par exemple, des profils sur TikTok, on voit vraiment une croissance assez impressionnante des publications et des fréquences de publication. Pour l'ensemble des réseaux sociaux, donc tout le reste à part TikTok, on a quand même une décroissance en termes de fréquence de publication. Pourquoi est-ce que ça se passe ? Parce que les gens ils vont plutôt miser sur une qualité de vidéo, une qualité de publication, plutôt vraiment sur, on va dire, avoir un argumentaire un peu plus développé sur les publications. Autre cas de figure, j'ai assisté à une masterclass de TikTok pour les petits medium business. Une chose qui a été sortie et qui est revenue sur cette masterclass, c'est que plutôt de publier 5 à 7 posts par semaine, c'est peut-être plus intéressant et plus intelligent de publier entre 2 à 3 publications par semaine. Parce qu'on va justement plutôt miser, en tant que marque évidemment, sur une qualité pour grandir au lieu d'avoir plutôt plein de publications qui vont être entre guillemets un petit peu dans le néant ou de l'ordre du vide, et c'est pas forcément ce qui intéresse à l'utilisateur. En revanche, dans une marque personnelle, etc., où on est, je sais pas, une vlogueuse beauté ou qui voyage, là c'est différent. Mais quand on parle de l'ordre du business, mieux vaut aller sur 2 à 3 publications par semaine que d'en faire beaucoup et de faire rien à la fois. Je trouve ça assez intéressant qu'on se rende compte que finalement, plus il y a d'IA, plus c'est facile de créer du contenu finalement décorrélé de l'individu, plus il y a une recrudescence de on veut voir des vrais humains dans les conditions du réel, sans phare, sans filtre. Et je pense que cette tendance ne va faire que de s'accentuer. C'est la qualité sur la quantité, tu nous l'as dit, et aussi des formats où on voit plus des humains. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant aussi parce que je viens de voir passer une étude Google qui mettait en relief l'engagement extraordinaire des articles qui ne sont pas générés par des IA versus les articles générés par des IA. C'est plus de 400% d'engagement en plus. Donc, on a toujours l'impression que ça se voit pas, que c'est pas détecté par les robots. Ça, c'est clair, mais peu importe, les humains préfèrent le contenu des autres humains et quelque part, on voit. On a essayé, nous, sur notre blog Metricool, de faire des articles avec de l'IA et faire des articles, donc nos articles à nous propres. Et on a testé ça pendant peut-être 2-3 mois et on a arrêté parce que justement, on s'est rendu compte qu'en termes de reach sur les articles qui étaient générés par l'IA ne fonctionnaient pas. L'IA peut être partout, on peut dire oui, l'IA va nous voler nos travails, va voler l'essence des humains. Je suis pas d'accord avec ça parce que c'est apprendre à travailler avec, tout simplement. Non, moi j'ai entendu, Oriane, que l'IA allait nous permettre de gagner beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses, mais moi j'ai l'impression qu'on nous a dit la même chose quand les ordinateurs sont sortis et qu'au final on bosse toujours autant. Dernière chose sur le match qualité versus quantité, je sais que c'est la question qu'on vous pose tout le temps, mais comme vous avez fait une excellente étude là-dessus que je vous mettrai dans la description, c'est quoi le rythme de publication minimale pour une marque ou un individu? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, je vais te dire, ça dépend de ton objectif. Et d'ailleurs aussi, ça va dépendre aussi des canaux. C'est-à-dire que si vous êtes une toute petite marque et que vous venez de commencer sur les réseaux sociaux, je vais pas vous dire allez, on va dire dans la cage au lion, plutôt avoir peut-être 1 ou 2 réseaux sociaux maximum pour faire petit à petit et continuer à grandir. Supposons, je sais pas, on va rester dans la skincare et dans la cosmétique, petite marque de cosmétologie qui vient de se lancer, je pense que 2 bons réseaux sociaux pour commencer un petit peu à se lancer, TikTok et Instagram, parce qu'on va pouvoir faire des backstage, on va pouvoir faire un petit peu montrer comment fonctionnent les produits en termes de qualité sur la peau, on aime beaucoup aussi voir un petit peu le résultat, etc. Et après, peut-être petit à petit, évoluer sur un canal comme LinkedIn et parler un petit peu de toute la partie business model derrière, l'entrepreneuriat, la philosophie qu'il y a eu derrière la création de la marque. Mais après, en termes de fréquence, je dirais que pour commencer, si on a un tout petit compte, je pense qu'en moyenne, une publication par jour, c'est très bien pour les formats verticales. Sinon, en termes de publication, je sais pas, type carrousel sur Instagram ou infographie ou image, je dirais de l'ordre aussi pareil d'une fois par jour. C'est un peu à vous d'organiser votre calendrier. Moi, je dirais que, par exemple, 1 jour sur 2, vous changez un jour un carrousel, un jour une story avec peut-être des informations sur le produit. Je trouve qu'une bonne stratégie peut-être pour s'inspirer en termes de cosmétologie, Sephora, c'est une bonne marque. Ils font un très bon business en termes de communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un bon exemple. Évidemment, on parle pas
de même nombre d'abonnés, mais juste pour s'inspirer, je trouve que c'est super intéressant. Et c'est dommage qu'Arnaud soit parti. Arnaud, que tu as croisé tout à l'heure, Oriane, c'est son agence Zaguette qui faisait justement toute la partie création de contenu digital pour Sephora. Ça s'appelait la Sephora Factory. Et du coup, je lui dirais, il sera rouge comme une tomate, ça va lui faire trop plaisir. Je donnerai le lien de l'étude, je vous le mettrai dans la newsletter. Et puis, je mettrai aussi dans la newsletter, je dois te dire, tu ne le sais pas encore, mais je suis tombée dans l'étude sur les réseaux sociaux, sur, je crois que c'est la 3e slide, je la mettrai dans la newsletter. Si tu me l'autorises, je vais te la piquer. C'est tellement génial. Vous avez fait en fait un dispatch par réseaux sociaux pour toutes les petites boîtes qui se lancent. Oriane, elle disait, bah voilà, quand vous vous posez la question, attention, 1 ou 2 canaux. Là, ils ont fait carrément un dispatch par réseau social. Ce réseau social est fait pour vous si en fonction de l'audience qu'il y a dessus et de l'objectif. C'est simple comme bonjour. C'est la première fois que je vois ça résumé aussi simplement. Donc, je vous le mettrai dans la newsletter et je trouve ça hyper efficace comme façon de présenter les choses. On est déjà à la 4e tendance. Eh ben alors, 4e tendance, l'interaction et l'engagement. Pareil, toujours, c'est quelque chose qui revient. On parle toujours d'engagement et d'interaction, mais il y a vraiment une surcroissance de l'interaction et de l'engagement. Ça vient aussi, je pense, je dirais vraiment toujours en lien avec les petits comptes. Par exemple, en termes de création de contenu et en termes de fonctionnalités qui sont lancées par les outils. Instagram vient d'annoncer qu'ils vont lancer leur fonctionnalité Super Likes. Les Super Likes, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, pour justement favoriser l'interaction et pour pousser l'interaction sur les réseaux sociaux, ils vont mettre à disposition un super like par jour pour les utilisateurs pour qu'ils puissent liker leur meilleure story de la journée. Et en termes de chiffres, pourquoi je parle d'interaction et d'engagement? Eh bien, sur, par exemple, l'année là, 2023-2024, LinkedIn, je dirais que c'est vraiment la vitrine des marques, surtout que c'est le réseau social qui aujourd'hui vraiment rapporte le plus d'interaction et d'engagement pour les marques, évidemment, parce que nous, en général, quand on fait une étude, on a fait plutôt sur la base des marques plutôt que sur les créateurs individuels. Mais après, évidemment, vous pouvez vous l'adapter en fonction de votre contenu, de votre stratégie et de vos objectifs. Donc ça, c'est un constat aussi pour LinkedIn. Et pareil, si on reprend de l'ordre de YouTube, on voit qu'il y a quand même une grande augmentation en termes de vues et d'interaction. On a plus de 15% de vues sur cette première partie de l'année et 12% d'interaction, ce que je trouve plutôt assez impressionnant sur, entre guillemets, une moyenne sociale qui est quand même encore en train de se développer, surtout en train de mettre en avant les algorithmes, les shorts, de mettre en avant les fonctions de shopping. Et ça va venir avec mon cinquième point de tendance. Mais bon, tout ça, quoi. Ne spoil pas trop, mais en tout cas, tu vois, sur LinkedIn, c'est marrant parce que moi, forcément, je suis très convertie au réseau social, donc je les adore, mais je comprends pas qu'ils aient pas plus aussi, parce que quand ils pensent, LinkedIn, c'est le seul réseau social qui est legit dans le monde du travail, qui est quand même un monde dans lequel on passe tout notre temps. Et en fait, c'est le seul réseau social où tu peux chiller sans perdre ton statut. Donc, je comprends pas qu'ils aient pas encore plus d'engagement que ça par rapport aux autres plateformes. On verra avec le lancement du feed vidéo qui a été sorti il y a pas très longtemps. Peut-être qu'avec le feed vidéo, ça va un peu, on va dire, augmenter encore plus l'engagement et les interactions. On verra. Et surtout les jeux, c'est super intéressant parce que LinkedIn, justement, a un petit peu pompé YouTube là-dessus. Ils sortent des jeux pour permettre aux utilisateurs de casser la glace, donc de se rencontrer plus facilement, mais aussi, évidemment, on le sait en filigrane, passer beaucoup plus de temps sur la plateforme. Ça vient d'arriver dans la section, tu peux regarder si tu l'as, dans la section de LinkedIn ou qui s'appelle My Network. Alors attends, c'est pas non plus la franche rigolade. T'as un jeu d'échecs, t'as le choix entre 3 jeux qui sont un peu en mode Windows 92. C'était une bonne idée de base. Faut bien commencer quelque part, comme dit ma mère. Mais donc LinkedIn a lancé aussi les jeux pour qu'on puisse passer plus de temps sur la plateforme et avoir justement plus d'interaction avec les membres, toujours plus d'interaction. Et on arrive effectivement à la dernière tendance, ça y est, et non des moindres, puisque c'est celle qui va directement impacter notre revenu stream, comme on dit chez les marketeurs. Ça va être l'achat direct parce que en termes de conversion, je dirais que c'est aujourd'hui vraiment un des objectifs principaux des marques. On peut regarder en termes de fonctionnalité parce que c'est vraiment un enjeu d'acquisition, les marques et les créateurs personnels. On peut parler d'achat direct, soit aussi en termes de monétisation. De plus en plus, les réseaux sociaux, ils sont en train de travailler sur la monétisation. Certains réseaux sociaux où la monétisation, elle est un petit peu, on va dire, déprimante et je dirais même dérisoire. Mais bon, j'espère que petit à petit, ça va arriver. Mais en termes de fonctionnalité shopping, on peut avoir le TikTok shopping, on a l'Insta shopping, on a aussi le déploiement de fonctionnalités tierces comme peut-être ManyChat qui est aujourd'hui, je dirais, un levier d'acquisition hyper potentiel pour les marques et pour les créateurs. On utilise beaucoup ManyChat pour augmenter l'interaction, mais il y a beaucoup aussi de créateurs de contenu et de marques qui l'utilisent pour avoir, comme entre guillemets, un lead show, et ça c'est super intéressant. Mais il y a aussi des réseaux sociaux qui justement boostent aussi cette fonction d'achat direct, et il y a 2 réseaux sociaux que je dirais qui aujourd'hui vraiment sont en train de se centraliser dans ça, et c'est pourtant 2 réseaux sociaux qu'on n'a pas forcément en tête, on ne mise pas vraiment sur eux, c'est Pinterest et Google Business Profile. J'étais sûre que tu allais dire Pinterest. Quand les gens ils s'excusent d'avance, c'est comme chez McDonald's le
filet aux fiches. Quand les gens disent c'est pas le burger que vous avez l'habitude d'entendre, tu sais, c'est le filet aux fiches. C'est pareil pour Pinterest, c'est le filet aux fiches des réseaux sociaux. Mais pourtant Pinterest, vous allez être agréablement surpris, c'est un réseau social qui aujourd'hui est encore en plein essor. Déjà quand on a fait l'étude de l'année dernière, on était assez surpris parce que c'était vraiment en termes de partage de pins, on parle d'épingles, c'était celui qui avait le plus de partage. Et là, pareil, sur l'étude qu'on a lancée sur ces 6 premiers mois de l'année, en moyenne par publication, donc par épingle, on a en général entre 1 à 2 clics qui vont ressortir sur des URL externes. Donc évidemment, Pinterest, c'est pas une plateforme dans laquelle on va avoir énormément d'abonnés, mais c'est une plateforme dans laquelle on va beaucoup s'inspirer. Je peux être accro à TikTok, mais s'il y avait une plateforme que moi, je suis accro, c'est à Pinterest parce que je vais pouvoir regarder des pins et je vais en choisir un et après je vais me perdre et je vais pendant 1 heure. J'adore Pinterest et c'est vraiment en fait le réseau social où je vais aller regarder, je vais aller cliquer sur des URL externes, je vais aller sauvegarder, pas forcément interagir, mais je vais aller sur les sites tiers. Et ça, c'est vraiment la clé pour les marques qui veulent se lancer parce que Pinterest, c'est vraiment un canal d'acquisition super intéressant. On a commencé à faire nos premiers leads sur Pinterest il n'y a pas très longtemps parce qu'on a lancé en février-mars 2024. Et là, on est encore en train de le travailler gentiment, mais c'est vrai qu'on essaie d'optimiser au maximum nos mots-clés, nos URL externes. Donc ça, c'est vraiment un réseau social qui est super intéressant. Et aussi l'autre réseau social qui est plutôt intéressant pour les personnes qui ont, on va dire, des locaux physiques, pour les fiches locales. Les interactions, elles explosent là sur les 6 premiers mois de l'année. Ça a explosé les clics, les réservations et les appels. Si vous avez une fiche d'établissement Google, si vous avez un local, c'est super important de faire votre optimisation et de pas juste l'avoir pour ne pas l'utiliser. Et d'ailleurs, Google actualise sa fiche d'établissement régulièrement parce que maintenant, vous pouvez même faire des stories un peu au style Instagram, mais des stories qui vont durer 7 jours. Donc, si vous avez des menus d'actualité, des soirées d'événements, bon là, il y avait l'euro, si vous faisiez des soirées avec l'euro, c'était intéressant de faire tout ça. Donc, vraiment, optimiser les fiches de Google, et pourtant, on pense que c'est pas important, et la preuve, ça l'est. Mais Google, ils sont en train de flipper parce que là, en ce moment, c'est quoi leur préoccupation? C'est qu'ils sont en train de se faire grignoter tout leur budget publicitaire par les réseaux sociaux qui sont, en fait, tout simplement le nouveau Google, le nouvel endroit pour vous référencer. Oriane, elle vous disait tout à l'heure, quand je dois chercher un truc, je vais sur TikTok pour avoir des vrais avis. Bah, en fait, Google a du souci à se faire parce que finalement, maintenant, les liens sponsorisés et tous les fameux 3 premiers résultats de recherche, bah, on sait que c'est de la pub. 2 nouveautés sur Instagram que je voulais vous partager. Dans le B2B comme dans le B2C, c'est valable, mais surtout, c'est génial pour les influenceurs ou ceux qui travaillent avec les influenceurs. C'est la première chose pour moi, c'est le fait de pouvoir mettre sur mes vidéos comme ici, tu vois, je te donne l'exemple pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez le visuel. Sur toutes mes vidéos, maintenant, je peux directement mettre l'achat intégré, par exemple ici, la veste que je suis en train de porter. Ce qui est génial, c'est que nous, à l'agence personnelle, évidemment, moi, je viens du monde des partenariats, donc j'ai tout de suite développé mon agence de création de contenu avec des partenariats avec des marques. Et ben, nos créateurs sont habillés par nos marques partenaires. Et du coup, tu vois, c'est génial parce que maintenant, dans les collabs avec les marques, que vous soyez du coup sur du produit prêté ou pourquoi pas des posts rémunérés, en fait, vous avez directement sur toutes les vidéos la possibilité d'intégrer en bas l'item que vous portez. Donc tu vas sur ta vidéo et en fait à l'endroit où tu dois taguer d'habitude, et ben là tu vas avoir la possibilité de taguer un produit. Donc tu mets tag product et là tu peux aller visiter l'InstaShop. Donc je vais mettre par exemple la marque 17h10 et je peux directement, alors faut connaître bien les items, si tu bosses avec Mango c'est l'enfer parce qu'ils ont plein de références. 17h10 là c'est la veste Pékin, je le sais, et du coup je vais mettre Pékin et directement les personnes peuvent acheter. Donc si vous allez sur mon feed Instagram, une vidéo sur 2 vous pouvez carrément acheter ma tenue. Et pour le coup, je trouve que cette nouvelle fonctionnalité, moi, va me permettre de mettre en avant justement plein de marques qui sont pas forcément des marques acheteuses, mais des marques amies, j'appelle ça. C'est-à-dire des gens que tu as envie de pousser de l'écosystème. Et je trouve ça assez génial de pouvoir taguer parce que le nombre de fois où ça nous est arrivé de dire ah tiens, ce tableau, ce vase, ce truc, il a l'air trop cool. Et ben oui, un grand oui pour la nouvelle tendance de l'achat direct et l'essor du social commerce qui fait que bientôt sur une vidéo, tu vas pouvoir tout acheter. Donc voilà, ça je trouvais ça hyper sympa. Et deuxième nouveauté que je trouve géniale, que je voulais vous partager, plutôt côté entreprise cette fois, vous pouvez la voir en temps réel sur la page de l'agence personnelle. Vous avez la possibilité depuis quelques jours de mettre en avant un formulaire de collecte de leads sur votre page entreprise gratuitement sur Instagram. Donc vous voyez ici, j'ai ma page que vous vendiez via une démo ou via un webinaire comme Oriane. Vous avez la possibilité ici de créer un formulaire, vous voyez, demander un devis.
quand on va sur la page agence personnelle. Et là, il m'intègre un mini Typeform. C'est absolument génial. Et du coup, la plateforme, elle préqualifie pour vous et ça fait que derrière le commercial, il a plus qu'à récolter les leads et il voit déjà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé 2-3 questions qui sont cruciales pour nous. Ça pourrait être quel est votre objectif, ça pourrait être quelle est votre taille d'audience, quel est votre budget. Moi, je pose toujours la question quel est le meilleur moyen de vous recontacter. C'est une question bête qu'on pense pas à poser, mais si vous prenez par exemple les numéros de téléphone, c'est important le timing de pas appeler au mauvais moment parce qu'il y a moyen que votre vente elle soit par terre. Donc je trouve que ça toujours très respectueux et je trouve qu'on le fait pas assez dans les formulaires de dire aux gens qui laissent leur contact quel est le meilleur moment pour vous rappeler. Donc voilà pour moi sur les nouveautés un petit peu achat direct / lead gen de Instagram que je trouve trop génial. En tout cas, je me suis éclatée, Oriane. Ça m'a donné vraiment envie qu'on fasse ça tous les 3 mois, qu'on fasse des épisodes un peu spéciaux comme ça. Mais c'est fou, tout ce qu'on avait à dire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Oriane. Et quel est le meilleur endroit pour t'envoyer des mots d'amour, te remercier pour l'épisode ou bien s'enquérir d'informations sur Metricool? Soit sur Instagram ou sur mon compte LinkedIn directement, Oriane Coran. Aussi simple que ça. Génial. À bientôt, Oriane. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre écoute. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.